L'ART de vivre sans regret. Principe stoïcien pour une vie accomplie. Introduction. Combien de fois vous êtes-vous réveillé au milieu de la nuit, hanté par les « et si » de votre vie? Combien de décisions avez-vous évitées par peur de vous tromper? Combien de rêves avez-vous enterrés sous le poids du jugement des autres? La vérité est que nous vivons à une époque où les regrets s'accumulent plus rapidement que les accomplissements. Nous passons notre vie à reporter, à hésiter, à nous inquiéter de ce que les autres pourraient penser, jusqu'à ce qu'un jour nous réalisions que notre vie n'a pas vraiment été nôtre. Mais il existe un autre chemin, un chemin tracé il y a plus de 2000 ans par des philosophes qui comprenaient quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Nous avons le pouvoir de vivre sans regret, non pas en évitant l'échec, mais en l'embrassant, non pas en suivant les attentes des autres, mais en forgeant notre propre voie. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des principes stoïciens puissants qui transformeront votre façon de vivre, de décider et d'affronter les défis. Ces enseignements ne sont pas de simples théories philosophiques. Ce sont des outils pratiques, éprouvés par des empereurs, des esclaves et des sages, qui ont tous fait face aux mêmes peurs, aux mêmes doutes, aux mêmes défis que nous. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses méditations « Ne gaspille pas ce qui reste de ta vie, à imaginer ce que les autres sont ou font. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Ces mots, écrits il y a presque 2 millénaires, résonnent aujourd'hui avec une urgence particulière. Dans les minutes qui suivent, vous découvrirez comment éliminer les peurs qui vous paralysent, comment prendre des décisions alignées avec votre véritable essence et comment construire une vie si riche de sens que les regrets n'auront simplement plus de place. Mais attention, ce voyage n'est pas pour tout le monde. Il demande du courage, de l'honnêteté avec soi-même et la volonté de remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le succès et le bonheur. Si vous êtes prêt pour cette transformation, alors restez avec moi. Êtes-vous prêt à apprendre l'art de vivre sans regret? Êtes-vous prêt à découvrir comment les stoïciens ont maîtrisé cette compétence essentielle? Si oui, commençons ce voyage ensemble. Partie 1. Le regret de ne pas avoir vécu authentiquement. Le plus grand regret que partagent les personnes en fin de vie n'est pas ce qu'elles ont fait, mais ce qu'elles n'ont pas fait. Plus précisément, ne pas avoir eu le courage de vivre une vie fidèle à eux-mêmes plutôt qu'à ce que les autres attendaient d'eux. Pensez-y un instant. Combien de vos décisions quotidiennes sont vraiment les vôtres? Combien sont influencées, dictées ou complètement déterminées par les attentes des autres? Votre carrière, vos relations, même vos loisirs, dans quelle mesure reflètent-ils votre véritable essence? Épictète, qui était né esclave avant de devenir l'un des plus grands philosophes de son temps, comprenait profondément cette question. Il enseignait « L'essence de la philosophie est qu'un homme devrait vivre de telle manière que son bonheur dépende aussi peu que possible de causes externes. » Mais comment faire cela dans un monde qui constamment nous dit qui nous devrions être? La première étape est l'honnêteté brutale avec soi-même. Vous devez vous poser des questions difficiles. Est-ce que je vis la vie que je veux vraiment vivre? Ou est-ce que je joue un rôle écrit par quelqu'un d'autre? Cette carrière que je poursuis, est-ce vraiment ce qui m'appelle? Ou est-ce simplement ce qui semblait sûr, respectable, attendu? Imaginez que vous êtes sur votre lit de mort. Le vieil homme ou la vieille femme que vous êtes devenu regarde en arrière sur votre vie. Que voudrait-il vous dire maintenant? Quel choix souhaiterait-il que vous ayez fait? Différemment? Quel risque voudrait-il que vous ayez pris? Cette visualisation n'est pas morbide, c'est un outil puissant de clarté. Marc Aurèle pratiquait régulièrement ce qu'il appelait la méditation sur la mort. Non pas pour être déprimé, mais pour avoir une perspective claire sur ce qui compte vraiment. Vivre authentiquement demande du courage. Cela signifie parfois décevoir les gens. Cela signifie parfois choisir un chemin moins sûr. Cela signifie souvent aller à contre-courant de ce que la société considère comme normal ou raisonnable.
Mais voici la vérité que les stoïciens comprenaient. Le prix de ne pas vivre authentiquement est infiniment plus élevé que le prix de le faire. Quand vous vivez selon les attentes des autres, vous perdez quelque chose d'irremplaçable. Vous-même. Pensez au domaine de votre vie où vous portez un masque. Au travail, jouez-vous un personnage. Avec votre famille, supprimez-vous vos vraies opinions pour maintenir la paix. Dans vos amitiés, prétendez-vous d'apprécier des choses que vous n'aimez pas vraiment. Chaque fois que vous faites cela, vous vous trahissez, et ces petites trahisons s'accumulent. Elles créent une distance entre qui vous êtes vraiment et qui vous prétendez être. Cette distance s'appelle le regret. Comment commencer à vivre plus authentiquement? Commencez petit. Choisissez un domaine de votre vie où vous n'êtes pas complètement honnête. Peut-être que c'est dans votre façon de vous habiller, de parler, ou dans les activités que vous prétendez aimer. Décidez de faire un petit changement vers plus d'authenticité. Sénèque écrivait « Il est nécessaire de se retirer en soi-même. C'est surtout quand on est contraint de vivre dans la foule qu'il faut se retirer en soi. » Ce retrait n'est pas physique, mais mental. C'est la pratique de rester connecté à votre essence même quand le monde extérieur vous pousse à être quelqu'un d'autre. Un exercice pratique. Chaque soir, prenez 5 minutes pour vous. Demandez « Aujourd'hui, ai-je vécu selon mes valeurs? Ai-je pris des décisions qui reflètent qui je veux vraiment être ?» Ne vous jugez pas, observez simplement. Cette conscience est le premier pas vers le changement. Vivre authentiquement ne signifie pas être égoïste ou insensible aux autres. Cela signifie être fidèle à vous-même tout en respectant les autres. C'est un équilibre délicat mais essentiel. Les stoïciens faisaient une distinction claire entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Vos valeurs, vos choix, vos actions, cela dépend de vous. L'approbation des autres, leur opinion, leur réaction, cela ne dépend pas de vous. Quand vous comprenez cette distinction, vous vous libérez de la prison des attentes extérieures. Rappelez-vous, vous n'avez qu'une seule vie, une seule chance de l'expérimenter pleinement. Chaque jour passé à vivre selon le script de quelqu'un d'autre est un jour perdu. Et contrairement à l'argent ou aux possessions, le temps ne se récupère. Jamais. Alors, qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne le sentiment d'être pleinement vivant? Ces questions ne sont pas philosophiques, elles sont essentielles. Et plus vous attendez pour y répondre honnêtement, plus vous accumulez de regrets. Partie 2. L'art de la décision, sans hésitation. L'hésitation est le voleur silencieux des opportunités. Combien de fois avez-vous laissé passer une chance parce que vous ne pouviez pas vous décider? Combien d'opportunités se sont évaporées pendant que vous pesiez les pour et les contre indéfiniment? Les stoïciens avaient une approche radicale de la prise de décision. Ils comprenaient que l'attente de la décision parfaite est une illusion qui nous paralyse. Marc Aurèle écrivait « Ne perds plus de temps à discuter ce que doit être un homme de bien, sois-le ». Cette simplicité est révolutionnaire. Nous vivons dans une culture de l'analyse excessive. Nous collectons des informations, nous consultons des experts, nous créons des listes de pour et contre. Et pendant ce temps, la vie passe. Mais attention, ne pas hésiter ne signifie pas agir impulsivement. C'est différent. L'action impulsive vient des émotions non examinées. La décision sans hésitation vient de la clarté sur vos valeurs et vos priorités. Voici le processus stoïcien de décision. D'abord, clarifiez vos valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? L'honnêteté, le courage, la croissance, une contribution. Une fois que vos valeurs sont claires, les décisions deviennent beaucoup plus simples. Deuxièmement, pratiquez la premeditatio malorum, la visualisation du pire scénario. Avant de prendre une décision, imaginez que tout va mal. Quel est le pire qui puisse arriver? Pourriez-vous le gérer? Souvent, vous réaliserez que même le pire scénario est supportable. Cette réalisation élimine la peur qui paralyse. Troisièmement, acceptez que toute décision comporte une part d'incertitude. Vous ne pouvez jamais avoir toutes les informations. Vous ne pouvez jamais prédire l'avenir avec certitude. Et c'est OK.
Épictète enseignait que nous devons faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler, nos choix et actions, et ce que nous ne pouvons pas contrôler, les résultats. Imaginez que vous hésitez à quitter un emploi qui vous rend malheureux. Vous avez analysé la situation 100 fois. Vous avez fait des listes. Vous avez demandé des conseils. Mais vous ne pouvez pas vous décider. Pourquoi? Parce que vous essayez de contrôler l'incontrôlable. Vous voulez garantir que tout ira bien. Mais cette garantie n'existe pas. L'approche stoïcienne serait clarifier si rester dans cet emploi est aligné avec vos valeurs. Visualisez le pire qui pourrait arriver si vous partez. Difficultés financières temporaires, nouveau travail qui ne convient pas. Demandez-vous si vous pourriez gérer ce pire scénario. Si oui, alors la décision devient claire. Partez. Sinon, alors, restez et changez votre attitude envers le travail. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » L'hésitation crée sa propre difficulté. Elle transforme des défis gérables en montagnes insurmontables. Un exercice pratique. Pour votre prochaine décision importante, donnez-vous une date limite. Disons 3 jours pour collecter des informations et réfléchir. Après ces 3 jours, vous devez décider, pas plus de délibération. Cette contrainte temporelle vous force à agir avec les informations que vous avez, ce qui est souvent suffisant. Rappelez-vous que ne pas décider est aussi une décision. Quand vous hésitez, vous choisissez le statu quo. Vous choisissez de laisser les circonstances décider pour vous plutôt que de prendre activement les rênes de votre vie. Les plus grands regrets viennent rarement des décisions que nous avons prises et qui ont mal tourné. Ils viennent des décisions que nous n'avons jamais eu le courage de prendre, des opportunités que nous avons laissées passer, des risques que nous n'avons jamais osé prendre. Marc Aurèle, qui dirigeait un empire et devait prendre d'innombrables décisions chaque jour, comprenait que la paralysie par l'analyse est un luxe que la vie ne nous offre pas. Il écrivait « C'est le moment. Arrête de discuter de ce que devrait être un homme de bien et sois-en un. Il y a une sagesse profonde dans l'action. Vous apprenez plus en faisant qu'en planifiant. Vous découvrez plus en essayant qu'en théorisant. Même si vous faites une mauvaise décision, vous gagnez de l'expérience, de la connaissance, de la sagesse. » Les stoïciens valorisaient énormément la vertu de l'action courageuse. Pas l'action imprudente, mais l'action courageuse, celle qui est alignée avec vos valeurs, même face à l'incertitude. Cette forme d'action construit le caractère d'une manière que l'hésitation ne fait jamais. Alors, quelle décision avez-vous évité? Quelle conversation difficile avez-vous reportée? Quel changement savez-vous que vous devez faire, mais que vous continuez à retarder? Le moment d'agir n'est jamais parfait, mais le moment d'agir est toujours maintenant. Partie 3. Transformer l'échec en professeur. Notre relation avec l'échec est profondément déformée. Nous le voyons comme quelque chose à éviter à tout prix, comme une marque de honte, comme la preuve que nous ne sommes pas assez bons. Mais les stoïciens avaient une perspective radicalement différente. Épictète, qui avait lui-même connu l'esclavage et l'adversité physique, enseignait « Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces événements. » En d'autres termes, l'échec n'est pas intrinsèquement négatif, c'est notre interprétation qui le rend douloureux. Imaginez 2 personnes qui perdent leur emploi. La première se voit comme un échec, un perdant, quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur. La seconde voit cette situation comme une opportunité de réorientation, une chance d'explorer de nouvelles voies, un moment de croissance. Même événement, 2 expériences complètement différentes. La différence? Le cadre mental. Le premier a adopté le récit culturel selon lequel l'échec est honteux. Le second a adopté le cadre stoïcien selon lequel l'échec est simplement un retour d'information. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle est le chemin ». Cette phrase apparemment paradoxale contient une vérité profonde. Ce qui semble bloquer votre chemin est en fait le chemin lui-même. L'échec, l'obstacle, la difficulté
Ce ne sont pas des déviations de votre parcours de croissance, ce sont le parcours lui-même. Pensez à apprendre à marcher. Un enfant tombe des centaines, peut-être des milliers de fois. Imagine-t-il chaque chute comme un échec? Se sent-il honteux? Abandonne-t-il? Non. Il se relève encore et encore, jusqu'à ce qu'il maîtrise l'équilibre. C'est notre état. Naturel face à l'échec. La persévérance sans jugement. Mais quelque part, en grandissant, nous perdons cette sagesse naturelle. Nous commençons à attacher notre identité à nos résultats. Nous commençons à voir chaque revers comme un commentaire sur notre valeur en tant que personne. C'est une erreur catastrophique. Sénèque pratiquait ce qu'il appelait la préparation aux difficultés. Il imaginait régulièrement perdre sa richesse, sa position, sa santé. Pourquoi? Non pas pour être morbide, mais pour s'entraîner mentalement à gérer l'adversité. Quand les difficultés arrivaient, et elles arrivaient toujours, il était préparé. Vous pouvez adopter cette pratique. Avant d'entreprendre quelque chose d'important, visualisez les différentes façons dont cela pourrait échouer. Mais ici est la clé. Pour chaque échec potentiel, imaginez-vous le gérant avec grâce et sagesse. Imaginez-vous apprenant de l'expérience et devenant plus fort. Cette préparation mentale fait deux choses puissantes. Premièrement, elle réduit la peur de l'échec parce que vous avez déjà vécu l'échec mentalement et survécu. Deuxièmement, elle vous donne un plan pour gérer l'échec s'il arrive, vous rendant plus résilient. Un exercice pratique, prenez un échec récent. Plutôt que de ruminer sur ce qui s'est mal passé, posez-vous ces questions. Qu'est-ce que cet échec m'a appris sur moi-même? Qu'est-ce qu'il m'a appris sur la situation? Quelles compétences ai-je l'opportunité de développer grâce à cette expérience? Comment puis-je utiliser cette leçon pour mieux réussir la prochaine fois? Voyez-vous le changement de perspective? Vous transformez l'échec de quelque chose qui vous est arrivé en quelque chose qui vous sert. Vous passez de victime à apprenant. Les plus grandes innovations, les plus grandes découvertes, les plus grandes œuvres d'art, presque toutes ont été précédées de multiples échecs. Thomas Edison a dit qu'il n'avait pas échoué 1000 fois à créer l'ampoule. Il avait simplement découvert 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. Cette mentalité n'est pas de la positivité toxique qui nie la douleur de l'échec. L'échec fait mal. C'est ok de ressentir cette douleur. Mais ne vous arrêtez pas là. Ressentez la douleur, puis extrayez la leçon. C'est ainsi que vous transformez l'échec de ennemi en professeur. Marc Aurèle, malgré son pouvoir et sa sagesse, a connu de nombreux échecs. Des campagnes militaires qui ont mal tourné, des proches qui l'ont trahi, des maladies qu'il ne pouvait pas guérir. Mais il a écrit dans ses méditations « Notre action peut être entravée, mais il ne peut y avoir d'entrave à nos intentions ou à notre disposition, car nous pouvons nous accommoder et nous adapter. » C'est la résilience stoïcienne en action. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui arrive, mais vous pouvez toujours contrôler comment vous y répondez. Et c'est cette réponse qui détermine si vous restez coincé dans l'échec ou si vous l'utilisez comme tremplin. Rappelez-vous, les personnes que vous admirez le plus ont toutes échoué de manière spectaculaire à un moment ou un autre. La différence entre elles et ceux qui restent médiocres n'est pas l'absence d'échec, mais la capacité à se relever, à apprendre et à essayer à nouveau. Ne laissez pas la peur de l'échec vous empêcher de vivre pleinement. Chaque grand accomplissement commence par la volonté de risquer l'échec. Et quand l'échec arrive, parce qu'il arrivera, accueillez-le comme un professeur, et sévère mais précieux. Partie 4, la discipline de la simplicité intentionnelle. Nous vivons dans une culture d'accumulation. Plus de possessions, plus d'expérience, plus d'options, plus de tout. Mais cette abondance cache un paradoxe cruel. Plus nous avons, moins nous semblons satisfaits. Les stoïciens comprenaient quelque chose de fondamental que notre société moderne a oublié. La liberté ne vient pas de l'avoir plus, mais de l'avoir besoin de moins. Sénèque, bien qu'il fût l'un des hommes les plus riches de Rome, pratiquait régulièrement la frugalité volontaire. Pourquoi? Parce qu'il comprenait que chaque possession nous possède un peu. Chaque objet demande de l'attention, de l'entretien, de l'espace mental. Multipliez cela par des centaines ou des milliers d'objets, et vous comprenez pourquoi tant de gens se sentent submergés. Marc Aurèle écrivait «
Très peu est nécessaire pour rendre une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. Remarquez qu'il ne dit pas que rien n'est nécessaire, mais que très peu l'est. La clé est de distinguer le nécessaire du superflu. Imaginez votre vie comme un sac à dos que vous portez en montant une montagne. Chaque possession, chaque engagement, chaque relation, chaque habitude, tout cela va dans le sac. Maintenant, demandez-vous, ce sac est-il si lourd qu'il vous empêche d'avancer? Y a-t-il des choses que vous portez simplement par habitude, pas par nécessité? La simplicité intentionnelle ne signifie pas vivre dans la privation ou rejeter tout confort. Elle signifie être très délibéré sur ce que vous laissez entrer dans votre vie. C'est l'art du choix conscient, plutôt que de l'accumulation inconsciente. Commencez par vos possessions physiques. Regardez autour de vous. Combien d'objets possédez-vous que vous n'avez pas utilisés depuis 1 an, 2 ans? Ces objets prennent de l'espace dans votre maison et dans votre esprit. Chaque fois que vous les voyez, il y a une petite pression mentale. Je devrais utiliser cela ou je devrais m'en débarrasser. Épictète conseillait, la richesse consiste non pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. C'est une redéfinition radicale de la richesse. Dans cette perspective, la personne la plus riche n'est pas celle qui possède le plus, mais celle qui désire le moins. Pratiquez cet exercice. Pendant une semaine, notez tout ce que vous utilisez réellement. Pas ce que vous pensez utiliser, mais ce que vous utilisez vraiment. À la fin de la semaine, vous serez probablement surpris de voir à quel point cette liste est courte. Tout le reste, c'est du bruit. Mais la simplicité intentionnelle ne s'applique pas qu'aux possessions matérielles. Elle s'applique aussi à vos engagements. Combien d'obligations avez-vous acceptées, non pas parce que vous le vouliez vraiment, mais parce que vous ne saviez pas comment dire non? Combien de comités, de groupes, d'événements sociaux drainent votre énergie sans vraiment enrichir votre vie? Sénèque écrivait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Si vous n'avez pas de clarté sur vos priorités, vous direz oui à tout et vous finirez par ne pas avoir le temps pour ce qui compte vraiment. Voici une question puissante à vous poser face à toute nouvelle opportunité ou demande de votre temps. Si je dis oui à ceci, à quoi dois-je dire non? Parce que votre temps et votre énergie sont finis. Chaque oui est un non à quelque chose d'autre. Soyez intentionnel sur ce que vous choisissez. La simplicité intentionnelle crée aussi de l'espace mental. Nos esprits sont constamment bombardés d'informations, de notifications, de demandes d'attention. Ce bruit constant nous empêche de penser profondément, de réfléchir, de créer. Marc Aurèle pratiquait ce qu'il appelait le retrait intérieur. Même au milieu du chaos de diriger un empire, il trouvait des moments de silence intérieur. Il écrivait « Les gens cherchent des retraites pour eux-mêmes à la campagne, au bord de la mer, dans les montagnes. Mais tout cela est très ordinaire. Tu peux, à l'heure que tu veux, te retirer en toi-même. Créez des espaces de simplicité dans votre vie. Peut-être que c'est une pièce dans votre maison qui est minimalement décorée, un refuge de calme. Peut-être que c'est une pratique quotidienne de 10 minutes, sans téléphone, sans écran, juste vous et vos pensées. Peut-être que c'est une promenade quotidienne, sans musique ni podcast, juste le silence. Ces espaces de simplicité sont où la clarté émerge. C'est où vous vous reconnectez avec ce qui compte vraiment. C'est où les solutions aux problèmes apparaissent, où la créativité fleurit, où la paix se trouve. Un aspect souvent négligé de la simplicité intentionnelle est la simplification de vos relations. Nous maintenons parfois des dizaines de connexions superficielles au détriment de quelques relations profondes. Les stoïciens valorisaient l'amitié profondément, mais ils étaient sélectifs. Sénèque écrivait longuement sur l'amitié, soulignant qu'un vrai ami est un trésor rare. Il vaut mieux avoir 3 amitiés profondes que 30 connaissances superficielles. Les relations de qualité nourrissent l'âme, les relations de quantité la drainent. Examinez vos relations. Y a-t-il des personnes avec qui vous passez du temps par obligation plutôt que par désir authentique? Y a-t-il des relations qui vous laissent épuiser plutôt qu'énergiser? Il est ok de laisser certaines relations s'estomper naturellement.
C'est de la simplicité intentionnelle en action. La simplicité intentionnelle n'est pas une destination, mais une pratique continue. Dans un monde qui constamment vous pousse à ajouter plus, vous devez constamment choisir de soustraire. C'est un acte de rébellion tranquille, mais puissant. Rappelez-vous, chaque chose que vous éliminez de votre vie crée de l'espace pour ce qui compte vraiment. Chaque non que vous dites au superflu est un oui au significatif. C'est ainsi que vous construisez une vie sans regret en la remplissant intentionnellement de ce qui compte et rien d'autre. Partie 5. Cultiver la gratitude face à l'imperfection. Nous vivons dans une culture obsédée par la perfection. Sur les réseaux sociaux, nous voyons des vies apparemment parfaites. Dans la publicité, nous voyons des corps parfaits, des maisons parfaites, des relations parfaites. Et nous nous sentons insuffisants. Mais voici une vérité que les stoïciens comprenaient profondément. La perfection est une illusion. Et poursuivre cette illusion est une recette garantie pour la misère. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, écrivait dans ses méditations personnelles sur ses propres défauts et limitations. Il ne prétendait pas être parfait, il reconnaissait ses faiblesses, mais plutôt que de se flageller pour elles, il pratiquait ce que les stoïciens appelaient amor fati, l'amour du destin, l'acceptation radicale de la réalité telle qu'elle est, imperfection, comprise. Épictète enseignait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Cette phrase semble simple, mais elle contient une sagesse révolutionnaire. Elle suggère que notre souffrance vient largement de notre résistance à ce qui est. Pensez à votre propre vie. Combien d'énergie dépensez-vous à vous inquiéter de choses que vous ne pouvez pas changer? Votre taille, votre passé, les opinions des autres, le temps qu'il fait. Cette résistance ne change rien à la réalité, elle vous rend juste malheureux. La gratitude face à l'imperfection est un antidote puissant à cette souffrance. Elle ne nie pas les difficultés ou les défauts. Elle les reconnaît, mais choisit de se concentrer aussi sur ce qui va bien, sur ce qui est beau, sur ce qui fonctionne. Imaginez que vous avez une maladie chronique. Vous pourriez passer votre vie à vous lamenter sur votre santé imparfaite. Ou vous pourriez pratiquer la gratitude pour les parties de votre corps qui fonctionnent, pour les jours où la douleur est moindre, pour les médecins qui vous aident. Même situation, deux expériences radicalement différentes. Marc Aurèle pratiquait chaque matin un exercice de gratitude. Il listait mentalement les choses pour lesquelles il était reconnaissant. Non pas des choses grandioses, mais des choses simples. La capacité de respirer, la présence d'amis fidèles, l'opportunité de servir. Cette pratique n'était pas de l'optimisme naïf. Marc Aurèle faisait face à des guerres, des maladies, des trahisons. Mais il choisissait consciemment de ne pas laisser ces difficultés obscurcir complètement sa vision. Il trouvait la lumière même dans l'obscurité. Vous pouvez adopter cette pratique. Chaque matin ou chaque soir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. La règle, elles doivent être différentes chaque jour. Cela vous force à chercher la gratitude dans les détails de votre vie, pas seulement dans les grandes choses évidentes. Au début, cet exercice peut sembler artificiel, mais avec le temps, quelque chose de remarquable se produit. Votre cerveau commence à chercher naturellement des choses pour lesquelles être reconnaissant. Vous commencez à remarquer la beauté que vous aviez précédemment ignorée. Un aspect profond de cette pratique est la gratitude pour les difficultés. Cela peut sembler contre-intuitif, mais les stoïciens pratiquaient cela religieusement. Sénèque écrivait « Les difficultés renforcent l'esprit comme le travail renforce le corps ». Pensez aux défis que vous avez surmontés dans votre vie. Ne vous ont-ils pas enseigné des leçons précieuses? Ne vous ont-ils pas rendu plus fort, plus sage, plus compatissant? Sans ces difficultés, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Cela ne signifie pas que vous devez être heureux quand de mauvaises choses arrivent, mais cela signifie que vous pouvez trouver une valeur même dans l'adversité. Vous pouvez être reconnaissant pour les leçons, même si vous n'êtes pas reconnaissant pour l'expérience elle-même. Un exercice puissant.
Pensez à une difficulté majeure que vous avez traversée. Maintenant, écrivez une lettre de gratitude à cette expérience. Expliquez ce qu'elle vous a appris, comment elle vous a changé, en quoi elle a contribué à qui vous êtes maintenant. Cet exercice peut être émotionnellement intense, mais il est transformateur. La gratitude face à l'imperfection change aussi votre relation avec les autres. Quand vous acceptez vos propres imperfections, vous devenez naturellement plus tolérant des imperfections des autres. Vous arrêtez d'attendre que les gens soient parfaits et commencez à les apprécier pour qui ils sont vraiment. Épictète enseignait à ses étudiants, si tu embrasses ton enfant ou ta femme, dis-toi que tu embrasses un être humain, car s'il meurt, tu ne seras pas troublé. Cela peut sembler froid, mais c'est en fait profondément aimant. C'est reconnaître l'impermanence et l'imperfection de toute chose et choisir d'aimer malgré ou peut-être à cause de cela. Cette acceptation de l'imperfection n'est pas de la résignation. Vous pouvez toujours travailler à vous améliorer, à grandir, à évoluer. Mais vous le faites depuis un lieu d'acceptation de soi plutôt que de haine de soi. Et cette différence change tout. Marc Aurèle écrivait « Accepte humblement, lâche facilement. Acceptez la réalité telle qu'elle est, imperfection, incomprise. Et lâchez votre besoin que tout soit parfait. C'est la voie vers la paix. Rappelez-vous, votre vie ne sera jamais parfaite. Il y aura toujours des défis, des déceptions, des imperfections. Mais si vous attendez la perfection pour être reconnaissant, vous attendrez toute votre vie. La gratitude face à l'imperfection vous permet d'être heureux maintenant avec ce qui est, tout en travaillant vers ce qui pourrait être. Partie 6. L'engagement. Envers l'excellence, sans attachement au résultat. Voici un paradoxe que les stoïciens maîtrisaient. Donnez le meilleur de vous-même dans tout ce que vous faites, mais ne vous attachez pas au résultat. Pour l'esprit moderne, cela semble contradictoire. Si nous ne nous soucions pas du résultat, pourquoi faire des efforts? Mais ce n'est pas ce que les stoïciens enseignaient. Marc Aurèle écrivait « Fais chaque acte de ta vie comme si c'était le dernier ». Il ne disait pas « Ne te soucie pas du résultat ». Il disait « Concentre-toi sur l'excellence de l'action elle-même, pas sur ce que cette action pourrait te rapporter ». Épictète faisait une distinction fondamentale. Nous contrôlons nos actions, pas les résultats. Vous pouvez contrôler la qualité de votre travail, pas si ce travail sera reconnu. Vous pouvez contrôler comment vous traitez les autres, pas comment ils vous traiteront en retour. Vous pouvez contrôler vos efforts, pas si ces efforts seront couronnés de succès. Cette distinction est libératrice. Quand vous vous attachez aux résultats, vous vivez dans un état constant d'anxiété. Ai-je assez bien fait? Les autres approuveront-ils? Vais-je réussir? Ces questions vous torturent parce que les réponses sont hors de votre contrôle. Mais quand vous vous concentrez sur l'excellence de vos actions, indépendamment du résultat, une paix remarquable émerge. Vous faites de votre mieux, puis vous lâchez prise. Le reste ne dépend pas de vous. Imaginez un athlète qui se prépare pour les Jeux Olympiques. Il s'entraîne avec une discipline absolue, perfectionne sa technique, optimise chaque aspect de sa performance. Mais le jour de la compétition, il ne peut pas contrôler la performance de ses concurrents, les décisions des juges, ou même comment son propre corps réagira ce jour-là. S'il s'attache à gagner la médaille d'or, il vivra dans la peur et l'anxiété. Mais s'il se concentre sur donner la meilleure performance possible, indépendamment du résultat, il peut être en paix, quel que soit le classement final. Il a contrôlé ce qu'il pouvait contrôler. Sénèque écrivait « La vraie grandeur ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever chaque fois que nous tombons ». Remarquez qu'il ne définit pas la grandeur par le succès externe, mais par la résilience interne. Cette philosophie ne vous rend pas passif ou indifférent. Au contraire, elle vous libère pour donner le meilleur de vous-même sans la paralysie de la peur de l'échec. Quand vous n'êtes pas obsédé par le résultat, vous pouvez être pleinement présent au processus. Et paradoxalement, cette approche conduit souvent à de meilleurs résultats. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas tendu par l'anxiété de la performance. Vous êtes dans un état de flow,
complètement absorbé par l'action elle-même. Un exercice pratique. Choisissez un projet ou une tâche. Avant de commencer, définissez clairement ce qui dépend de vous, votre effort, votre attention, la qualité de votre travail et ce qui ne dépend pas de vous. La réaction des autres, le succès final, les circonstances externes. Engagez-vous à donner le meilleur de vous-même sur ce qui dépend de vous et à accepter avec équanimité ce qui ne dépend pas de vous. Marc Aurèle pratiquait cela dans son rôle d'empereur. Il prenait ses décisions avec soin et sagesse, puis il acceptait que les conséquences ultimes étaient hors de son contrôle. Il écrivait « La perfection du caractère consiste en ceci, vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans frénésie, sans apathie, sans prétention. » Cette approche change aussi votre relation à l'échec. Si vous vous attachez au résultat, chaque échec est dévastateur. Mais si vous vous concentrez sur l'excellence de vos actions, l'échec devient simplement un retour d'information. Vous avez fait de votre mieux avec ce que vous saviez. Maintenant, vous savez plus. La prochaine fois, vous ferez différemment. Épictète utilisait l'analogie d'un archer. L'archer fait tout ce qui est en son pouvoir pour viser correctement, tirer avec la bonne force et technique. Mais une fois que la flèche a quitté l'arc, son sort ne dépend plus de lui. Le vent pourrait la dévier, la cible pourrait bouger. L'archer sage se concentre sur la perfection de son tir, pas sur si la flèche atteint la cible. Cette philosophie s'applique à tous les domaines de la vie. Dans vos relations, concentrez-vous sur être un bon partenaire, ami, parent, pas sur si les autres apprécient ou réciproque. Dans votre travail, concentrez-vous sur la qualité de ce que vous produisez, pas sur si vous recevez une promotion ou une reconnaissance. Cela peut sembler un renoncement, mais c'est en fait un profond engagement. Vous vous engagez envers l'excellence pour elle-même, pas pour ce qu'elle pourrait vous rapporter. C'est l'essence de la vertu stoïcienne. Sénèque écrivait « Il vaut mieux conquérir notre chagrin que de le tromper. » Plutôt que de vous attacher désespérément à des résultats que vous ne pouvez pas. Contrôlez, conquérez ce besoin d'attachement. Trouvez votre paix dans le fait de savoir que vous avez fait de votre mieux, quel que soit le résultat. Cette approche ne vous empêche pas d'avoir des objectifs ou des ambitions. Mais elle change votre relation à ces objectifs. Ils deviennent des directions vers lesquelles vous travaillez, pas des conditions pour votre bonheur. Vous pouvez viser haut tout en restant en paix si vous n'atteignez pas la cible. Marc Aurèle, malgré tout son pouvoir, comprenait qu'il y avait beaucoup de choses hors de son contrôle. Il a fait face à des guerres qu'il n'a pas choisies, des maladies qu'il ne pouvait pas guérir, des trahisons qu'il ne pouvait pas prévenir. Mais il a toujours contrôlé une chose, la qualité de ses réponses. C'est le pouvoir que vous avez aussi. Vous ne pouvez pas contrôler ce que la vie vous envoie, mais vous pouvez contrôler la qualité de votre réponse. Et c'est dans cette réponse, pas dans les résultats externes, que réside votre véritable grandeur. Partie 7. La paix avec la mortalité. Il y a une vérité que nous passons la plupart de notre vie à éviter. Nous allons mourir, pas dans un futur lointain et abstrait, mais réellement, définitivement, inévitablement. Et nous ne savons pas quand. Pour la plupart des gens, cette réalité est si terrifiante qu'ils la repoussent complètement hors de leur conscience. Ils vivent comme s'ils avaient un temps infini. Ils reportent leurs rêves, retardent leurs paroles importantes, gaspillent leurs jours précieux comme si l'approvisionnement était inépuisable. Mais les stoïciens avaient une approche radicalement différente. Ils pratiquaient ce qu'on appelle « memento mori ». Souviens-toi que tu vas mourir. Loin d'être morbide, cette pratique était la source de leur vitalité, de leur clarté, de leur capacité à vivre pleinement. Marc Aurèle écrivait « Tu pourrais quitter la vie maintenant. Que cela détermine ce que tu fais, dis et pense. » Il gardait cette pensée présente, chaque jour. Cela l'aidait à distinguer l'important du trivial, le significatif du superficiel. Imaginez que vous venez d'apprendre que vous avez exactement 1 an à vivre. Comment changeriez-vous votre vie? Quelle conversation auriez-vous? Quels rêves poursuivriez-vous? Quelle peur cesserait de vous retenir?
quelle petite querelle vous semblerait soudainement absurde. Cette clarté que la mortalité imminente apporte, vous n'avez pas besoin d'attendre un diagnostic terminal pour l'expérimenter. Vous pouvez la cultiver maintenant à travers la pratique du memento mori. Sénèque, qui était malade et savait que sa mort pourrait venir à tout moment, écrivait « Commençons donc et cessons de reporter. Le plus grand obstacle à la vie est l'attente, qui dépend de demain et gaspille aujourd'hui. C'est brutal mais libérateur. Combien de temps avez-vous gaspillé à attendre le bon moment, à attendre d'avoir plus d'argent, plus de temps, plus de confiance? Le bon moment n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Épictète enseignait à ses étudiants une pratique puissante. Chaque soir, au moment de se coucher, embrassez vos proches comme si vous ne les reverriez jamais. Dites-leur ce qu'ils signifient pour vous. Ne laissez pas de mots importants non dits. Cette pratique peut sembler dramatique, mais elle capture quelque chose de profondément vrai. Nous ne sommes jamais garantis un lendemain. Cette conversation que vous reportez, cette réconciliation que vous retardez, cet amour que vous n'exprimez pas, vous pourriez ne jamais avoir l'opportunité de le faire. Un exercice transformateur. Écrivez votre propre éloge funèbre. Comment voulez-vous être rappelé? Quelle qualité voulez-vous que les gens associent à votre nom? Quelle contribution voulez-vous avoir faite? Quelle relation voulez-vous avoir nourrie? Maintenant, la question difficile. La vie que vous vivez actuellement mène-t-elle à cet héritage? Ou y a-t-il un écart entre qui vous voulez être et qui vous êtes? Cet écart, c'est votre terrain de travail. C'est où vous devez concentrer votre attention et votre énergie. Marc Aurèle pratiquait également la méditation sur l'impermanence. Il réfléchissait sur le fait que toutes les choses passent. Les empires s'écroulent, les civilisations disparaissent, même les montagnes s'érodent. Dans cette perspective cosmique, nos soucis quotidiens révèlent leur vraie nature, temporaire et souvent insignifiant. Cela ne signifie pas que vos problèmes n'ont pas d'importance. Cela signifie qu'ils ont leur juste importance, ni plus ni moins. Cette perspective vous empêche de vous perdre dans le drame et vous aide à rester centré sur ce qui compte vraiment. La pratique du memento mori vous aide aussi à apprécier ce que vous avez maintenant. Quand vous réalisez que tout est temporaire, votre santé, vos proches, votre confort, même votre prochain souffle, vous commencez à voir chaque moment comme le cadeau qu'il est vraiment. Sénèque écrivait « La vie est longue si vous savez comment l'utiliser. Nous nous plaignons que la vie est courte, mais la vérité est que nous gaspillons une grande partie du temps qui nous est donné. Nous le gaspillons en inquiétude, en distraction, en activités sans signification. Quand vous vivez avec la conscience de la mortalité, vous devenez beaucoup plus sélectif sur comment vous passez votre temps. Vous demandez « Est-ce que ceci compte ? Est-ce que ceci contribue à une vie bien vécue ? Ou suis-je juste en train de tuer le temps ?» Un aspect souvent négligé de la pratique du memento mori est qu'elle dissout la peur. Quand vous acceptez complètement que la mort est inévitable, que vous ne pouvez pas la contrôler, que le seul moment que vous avez vraiment est maintenant, il y a une libération profonde. Vous arrêtez d'avoir si peur de l'échec parce que, dans le grand schéma des choses, qu'est-ce qu'un échec sinon une expérience d'apprentissage sur le chemin vers l'inévitable? Vous arrêtez d'avoir si peur du jugement des autres parce que bientôt, vous et eux serez tous partis. Marc Aurèle, même en tant qu'empereur, pratiquait l'humilité face à la mortalité. Il écrivait « Alexandre le Grand et son muletier sont maintenant au même endroit, réduits à la même poussière. Le pouvoir, la richesse, la renommée, rien de tout cela ne vous accompagne. Alors qu'est-ce qui reste? Votre caractère, les vies que vous avez touchées, l'amour que vous avez donné, la sagesse que vous avez partagée. Ce sont les seules choses qui ont une valeur durable. La pratique du memento mori n'est pas censée vous déprimer. Au contraire, elle est censée vous réveiller, vous sortir de la transe de la vie quotidienne et vous rappeler ce qui compte vraiment. Elle est censée vous donner le courage de vivre authentiquement, pleinement, sans regret. Parce qu'à la fin, le plus grand regret n'est pas la mort elle-même. C'est d'arriver à la mort en réalisant que vous n'avez jamais vraiment vécu. Conclusion.
Nous voici arrivés à la fin de ce voyage à travers l'art de vivre sans regret selon la philosophie stoïcienne. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous avez déjà fait quelque chose que peu de gens font. Vous avez pris le temps de réfléchir profondément sur comment vivre une vie significative. Récapitulons brièvement les principes que nous avons explorés. Vivre authentiquement selon vos propres valeurs, pas selon les attentes des autres. Prendre des décisions avec courage, sans hésitation paralysante. Transformer l'échec en professeur plutôt qu'en ennemi. Embrasser la simplicité intentionnelle dans un monde d'excès. Cultiver la gratitude face à l'imperfection inévitable. S'engager envers l'excellence sans attachement aux résultats. Et faire la paix avec votre mortalité pour vivre plus pleinement. Ces principes ne sont pas de simples idées philosophiques à admirer de loin. Ce sont des pratiques à intégrer dans votre vie quotidienne. Et c'est là que le vrai travail commence. La connaissance sans action est inutile. Vous pouvez comprendre intellectuellement chaque principe que nous avons discuté, mais si vous ne les appliquez pas, rien ne change. La philosophie stoïcienne n'a jamais été destinée à être étudiée en théorie. Elle a toujours été une philosophie pratique, à vivre. Alors, que faites-vous maintenant? Commencez petit. Choisissez un seul principe, un seul domaine de votre vie où vous savez que vous devez changer quelque chose. Peut-être que c'est cette conversation difficile que vous avez évitée. Peut-être que c'est cette décision que vous avez reportée. Peut-être que c'est cette habitude que vous savez vous être nuisible. Identifiez une chose, une seule. Et aujourd'hui, maintenant, prenez une action, aussi petite soit-elle, dans la direction du changement. Pas demain, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant. Marc Aurèle écrivait « Ne te demande pas si c'est le bon moment, commence ». Cette simplicité est révolutionnaire. Nous compliquons tout avec nos analyses, nos planifications, nos excuses. Mais la vérité est simple. Si vous voulez une vie différente, vous devez vivre différemment. Et cela commence aujourd'hui. Les stoïciens comprenaient quelque chose que nous avons oublié dans notre culture moderne. La transformation ne vient pas de grands gestes dramatiques, mais de petits choix quotidiens cohérents. Chaque jour, vous votez pour qui vous voulez être par vos actions. Chaque décision est un bulletin de vote. Épictète enseignait que nous devons nous entraîner quotidiennement comme un athlète. Vous ne devenez pas sage, fort ou vertueux par accident. Vous le devenez par pratique délibérée, jour après jour, choix après choix. Et oui, vous échouerez. Vous retomberez dans de vieilles habitudes. Vous prendrez des décisions que vous regretterez. C'est inévitable. Mais rappelez-vous le principe stoïcien. Ce n'est pas l'échec qui vous définit, c'est comment vous répondez à l'échec. Quand vous échouez, et vous échouerez, ne vous noyez pas dans l'autoflagellation. Reconnaissez l'échec, extrayez la leçon, puis recommencez. C'est le processus. C'est ainsi que la transformation se produit. Sénèque nous rappelait « Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que vous auriez pu être. » Peu importe votre âge, votre situation, votre passé, vous pouvez choisir différemment à partir de maintenant. Le passé est terminé, le futur est incertain. Mais maintenant, ce moment présent est à vous. Une vie sans regret ne signifie pas une vie sans erreur. Cela signifie une vie vécue avec intention, avec courage, avec authenticité. Cela signifie prendre des risques qui comptent, dire les vérités qui doivent être dites, poursuivre les rêves qui vous appellent. Cela signifie aussi accepter que certaines choses échapperont à votre contrôle. Certaines relations échoueront, certains plans ne fonctionneront pas, certains rêves ne se réaliseront pas. Et c'est OK, parce que vous aurez essayé, vous n'aurez pas vécu dans la paralysie de la peur. Marc Aurèle, sur son lit de mort, était en paix, non pas parce que sa vie avait été parfaite, elle ne l'avait certainement pas été, mais parce qu'il avait vécu selon ses principes. Il avait fait de son mieux pour être un homme bon, un bon empereur, un bon père. Le reste, il l'avait laissé aux dieux. Vous pouvez avoir cette même paix, pas dans un futur lointain, mais maintenant, en choisissant de vivre selon vos valeurs, en prenant la responsabilité de votre vie.
en acceptant ce que vous ne pouvez pas contrôler et en donnant le meilleur de vous-même dans ce que vous pouvez. La vie est courte, brutalement, terriblement courte, et vous n'avez aucune garantie de demain. Alors, que faites-vous avec le temps qui vous reste? Le gaspillez-vous en inquiétude, en distraction, en vivant la vie de quelqu'un d'autre? Ou l'investissez-vous dans ce qui compte vraiment? Les stoïciens vous offrent un chemin, non pas un chemin facile, mais un chemin digne. Un chemin qui mène à une vie riche de sens, de caractère, de contribution. Un chemin qui mène à une vie sans regret. La question est, allez-vous l'emprunter? Le choix, comme toujours, vous appartient. Mais ne tardez pas trop longtemps à décider. Chaque jour qui passe est un jour que vous ne récupérerez jamais. Chaque moment hésité est un moment perdu. Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Vivez comme si chaque jour était votre dernier, car un jour vous aurez raison. Et quand ce jour viendra, puissiez-vous regarder en arrière sans regret, sachant que vous avez vraiment vécu. Comme le disait Sénèque, toute la vie est un apprentissage de la mort. Apprenez bien, vivez pleinement. Et quand vient le moment de partir, partez en paix, sachant que vous n'avez pas gaspillé le cadeau précieux qui vous a été donné. L'art de vivre sans regret est l'art de vivre pleinement, courageusement, authentiquement. C'est l'art que les stoïciens ont maîtrisé. Et maintenant, c'est à votre tour de l'apprendre. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Maintenant, allez vivre, vraiment vivre. Votre vie vous attend.